suis Jeanne Albinet, je suis chargée de communication pour la campagne Unlock France. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de la campagne Unlock et ensuite je donnerai la parole à Rémi Babu, qui est chef de projet logement au Shift Project. Et lui va vraiment vous parler du lien entre la rénovation énergétique et le climat. Alors, la campagne Unlock, c'est une campagne qui demande le déblocage de financements importants pour la rénovation énergétique des logements. La rénovation énergétique, on en entend beaucoup parler ces temps-ci dans l'espace médiatique et à juste titre, parce que c'est vraiment une opportunité pour la société de répondre à un besoin urgent. Alors, il y a quelqu'un qui ne nous entend pas. Alors, est-ce que c'est bon pour les autres personnes? Ouais, ok. Donc, peut-être c'est un problème sur votre micro. Peut-être regarder dans les paramètres. Sinon, vous pourrez nous réécrire ici. Et de toute façon, c'est ça, comme le webinaire est enregistré, on va le mettre en ligne et vous pourrez recevoir un lien pour revisionner également. Alors, hop, voilà. Super. Donc, la rénovation énergétique, donc c'est ça, on entend beaucoup parler et à juste titre, parce qu'en fait, c'est vraiment une opportunité pour la société de répondre à un besoin urgent qui est celui de faire des économies d'énergie. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a l'urgence climatique. Dans la société actuelle et les schémas de vie qu'on suit très consommateurs, on produit beaucoup trop de gaz à effet de serre. Ça fait des années qu'on le sait, mais les politiques climatiques peinent à se mettre en place et sont souvent peu ambitieuses. Donc, on a vraiment besoin en fait de réduire nos émissions carbone et donc nos consommations d'énergie. Ensuite, on vit une crise énergétique qui menace notre indépendance vis-à-vis de notre capacité à nous alimenter en énergie. Donc ça, vous l'avez vu avec la guerre en Ukraine. Dès l'année dernière, on a rencontré des problèmes d'approvisionnement en énergie et ça continue encore aujourd'hui. Et enfin, la troisième raison, c'est lié à la crise de l'augmentation du coût de la vie. Donc, on subit énormément d'augmentation partout, notamment sur le poste de dépenses liées à l'énergie, pour se chauffer surtout. Les factures d'énergie ont et vont augmenter énormément. Donc, encore une fois, là, on a encore besoin de réduire notre consommation. Et la rénovation énergétique des logements, c'est vraiment une réponse pour ces trois gros problèmes, puisqu'une rénovation énergétique efficace permet d'éviter de gaspiller de l'énergie, d'optimiser complètement l'énergie utilisée. Donc, on consomme moins d'énergie. Il y a donc moins d'émissions de gaz à effet de serre et finalement, on se retrouve avec des factures d'énergie beaucoup plus abordables. Et donc, c'est pour ça qu'avec la campagne Unlock, on cherche à interpeller les pouvoirs publics, les banques, les institutions européennes pour leur montrer que c'est une vraie solution et qu'il faut la mettre en place. Donc, ce qu'il faut savoir sur la campagne Unlock, c'est que c'est vraiment une coalition d'experts. On avance avec des partenaires comme aujourd'hui le Shift Project, mais aussi l'association Reclaim Finance, l'Institut Negawatt, Doremi Rénovation, l'association Agir pour le climat, le réseau Claire et d'autres experts techniques. Unlock, c'est une initiative qui est portée par l'association Positive Money, qui agit au niveau européen et qui cherche depuis 2008 à faire en sorte que la finance soit utilisée de façon plus vertueuse, donc en faveur de l'environnement et aussi pour plus de justice sociale. La campagne Unlock, c'est une campagne au niveau national, mais aussi au niveau européen, et on a un pendant au niveau de l'Espagne. On a Unlock Espagne aussi. Du côté de Unlock, on a vraiment 3 demandes principales parce que la rénovation énergétique, ça a un coût et donc il faut la financer. Et c'est là l'expertise de Unlock. Grâce à nos partenaires, on sait comment financer la rénovation énergétique et c'est pour ça qu'on se mobilise. Donc, nos 3 demandes principales, c'est demander aux banques de participer en proposant des prêts abordables pour tous. On demande aussi la mise en place d'aides pour la rénovation énergétique, donc plus d'aides publiques. Et enfin, on demande la structuration de ces aides pour que la rénovation énergétique soit claire, simple et pour toutes et tous. Donc c'est ça. Et donc c'est pour ces raisons-là qu'on a vraiment besoin de vous. Donc la campagne Unlock, on fait signer une pétition pour se faire entendre et montrer aux décideurs que l'opinion publique s'empare de la question. Donc je vais vous mettre dans le chat le lien pour signer la pétition et je vous invite à la partager autour de vous, puis je vous la repartagerai aussi au cours de ce webinaire. Donc vous pourrez voir la signature de la pétition, voilà, c'est dans le chat. Voilà, donc
signer la pétition et la partager autour de vous. Et maintenant, je vais passer la parole à Rémi Babu, donc, qui est le chef de projet logement au Shift Project. Et juste pour information, on prendra 5 minutes à la fin pour répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans le chat. On va en sélectionner quelques et on y répondra selon le temps qu'il nous reste. Alors, Rémi, je t'en prie, c'est à toi. Bonjour, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est le bon écran? Tac. Ça me paraît bon. Ouais, alors je vais vous présenter là en une petite demi-heure un petit peu de cette expertise qui sert à fonder les demandes de plaidoyer qu'on réalise avec la coalition Unlock et dont vous parlez Jeanne juste avant. C'est des résultats qui sont issus d'un travail qu'on a mené avec l'association, donc le Shift Project, où je suis contributeur. Donc moi, je suis effectivement chef de projet dans cette association qui est un think tank qui réfléchit sur les questions de transition carbone et où je m'occupe spécifiquement de questions sur le logement, la rénovation et aussi l'aménagement du territoire. Voilà. Et en parallèle de ça, je travaille dans un bureau d'études où je conseille des acteurs du secteur, donc immobilier, urbanisme, sur ces sujets-là de décarbonation. Et donc, je vais vous parler des résultats d'une étude qu'on a menée qui s'appelle le PTEF. Ça veut dire Plan de transformation de l'économie française. Je vais vous présenter ça de manière un petit peu plus globale. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu la partie qu'on a développée sur le sujet du logement. Et donc, où effectivement, on a un certain nombre, qui aboutit à un certain nombre de recommandations techniques qui, derrière, nécessitent financement. Et donc, d'où aussi l'intérêt de mener des campagnes et des démarches parallèles, notamment avec d'autres acteurs qui ont des demandes proches des nôtres, à travers, par exemple, la campagne Unlock. Alors, donc le Shift Project, je vous disais, think tank sur les sujets de décarbonation. Donc, think tank, ça veut dire groupe de réflexion, on va dire. C'est-à-dire qu'on produit des rapports, c'est des rapports qui sont toujours chiffrés, sur notamment des quantités physiques en termes de flux d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, de quantité de matière, qu'on établit le plus possible avec des entreprises du secteur et qu'ensuite on essaye de porter auprès des décideurs politiques, des décideurs économiques, à travers des événements et des campagnes de lobbying, lobbying d'intérêt général, mais ça reste une forme de lobbying. Pour les démarches dans laquelle on est assisté par une armée de bénévoles qui s'appelle les Shifters, donc qui sont membres d'une association sœur du Shift Project, et voilà, qui nous assistent et qui mènent aussi un tas de projets hyper intéressants de leur côté. Donc, si vous voulez participer aussi, les pétitions, c'est bien, et il y a plein de choses possibles à faire aussi au sein de ce genre d'association. Donc, le PTEF, c'est un grand programme qu'on a lancé du coup avec le Shift Project au moment du premier confinement en 2020, avec l'idée que, avec l'économie à l'arrêt, il y allait y avoir besoin d'une relance de cette économie et que du coup, il y avait peut-être une certaine façon de la relancer plus intelligente qu'une autre du point de vue de nos engagements, de l'atteinte de nos engagements climatiques, puisque il y a des secteurs économiques qui, a priori, devront croître d'ici 2050 parce qu'ils ont une contribution positive à la décarbonation. Ils permettent de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres secteurs qui, malheureusement, ne parviendront pas à les faire baisser suffisamment vite d'ici 2050 et qui, donc, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, devront décroître en termes de volume d'activité. Donc, ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont se créer, il y a des emplois qui vont se détruire. Et donc, il y a des gens à qui il faudra proposer des choses différentes en termes d'orientation. Et puis, il y a des dispositifs, des recherches, etc., à encourager au niveau notamment des entreprises pour qu'elles investissent dans la transition et la décarbonation de leur activité d'une manière générale. Et donc, les aides post-Covid, elles pouvaient être aussi distribuées avec une certaine forme d'éco-conditionnalité, d'encouragement à la réduction des émissions. Voilà. Donc,
pour celles et ceux qui sont intéressés par d'autres sujets que le sujet du logement, on a sorti du coup depuis 2020 une dizaine ou une quinzaine de rapports sur différents secteurs, hein, aussi variés que l'administration publique, la culture, la santé, ou le logement, l'industrie, etc. Donc, il y a du plus ou moins technique. Et je vous recommande d'aller voir ça sur le site du Shift. L'intérêt de mener toutes ces démarches en parallèle, c'était notamment qu'on pouvait envisager les interactions entre les différentes démarches, parce qu'on a des secteurs plutôt amont dans lesquels on a des infrastructures comme le logement, le transport, qui vont derrière servir de support pour mener un certain nombre d'activités dans les secteurs aval de services, la santé, l'enseignement, etc., se tiennent dans ces bâtiments, utilisent ces infrastructures de transport, etc. Et puis que du coup, il y a beaucoup d'interactions, notamment au plan quantitatif, entre ces secteurs, parce que si on construit ou qu'on rénove plus ou moins de logements, ça veut dire qu'il y a un effort industriel à mettre en place derrière. Et donc, l'intérêt de mener cette démarche d'ensemble était aussi de coordonner tout ça, avec une approche de l'économie qui n'était pas une approche de l'économie classique en euros, mais plutôt une approche de l'économie physique, en se demandant qu'est-ce qu'on met en termes de matières premières, d'énergie, d'infrastructures dans cette boîte noire qu'on pourrait appeler l'économie et qui les transforme en biens et services en sortie, et malheureusement aussi parfois en externalités négatives comme des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, qu'est-ce qu'on met en quantité physique et qu'est-ce qu'on met aussi en temps de travail, en nombre d'emplois, et peut-être dans un second temps se demander ce qu'on y met en termes d'euros et d'investissement, mais d'abord se demander quelles sont les barrières physiques à la transformation. Donc, c'est pour ça qu'on a dans un premier temps d'ailleurs pas mené l'exercice du financement et qu'on est très heureux aujourd'hui de le compléter avec les échanges qu'on peut avoir au sein d'Unlock. Voilà. Donc, dernière diapo méthodologique avant de vous parler du logement. Cette démarche générale là, du plan de transformation, on l'amène avec une vision de ce qu'on appelle la double contrainte carbone au sein du Shift Project, à savoir qu'il est nécessaire de sortir des énergies fossiles pour les questions de changement climatique, puisque les énergies fossiles sont la première cause de changement climatique. Et la deuxième contrainte carbone, c'est que en fait, le coût de ces énergies, il est intrinsèquement assez volatile. Et comme l'intégralité de nos économies en dépendent très fortement, elles sont exposées à un certain risque. Notamment, on le voit bien en ce moment, quand on a des difficultés d'approvisionnement qui sont liées en ce moment à la géopolitique, on a derrière sur nos économies un impact fort, beaucoup d'inflation en ce moment. En fait, ces approvisionnements, ils sont quand même soumis à un risque assez important, ne serait-ce que du fait de la productivité physique des puits de pétrole et de gaz. Et là, je vous renvoie aussi à d'autres travaux du Shift Project, et que donc notre économie est vouée à connaître certaines turbulences dans les années et décennies qui viennent si on ne fait pas rapidement l'effort de se passer de ces énergies. Alors, voilà pour ces grands points de cadrage. Maintenant, je vous propose un rapide état des lieux du secteur du logement et puis ensuite de ce qu'il faudrait faire pour le décarboner en se concentrant surtout sur la partie rénovation. Mais vous verrez qu'il y a aussi une partie sur les sujets de neuf et puis enfin de ce que ça veut dire en termes de modification du secteur de l'emploi. Alors, premièrement, pourquoi c'est un sujet qu'on a regardé parmi les premiers ? Parce que c'est un poste important en fait de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'empreinte carbone d'un Français moyen en approche de consommation. Donc, vous, ce que vous faites dans votre quotidien, de vous déplacer, de vous alimenter, de vivre sous un toit avec un certain confort, en tout cas, je l'espère, et d'acheter un certain nombre de biens et de services par ailleurs, eh bien, ça émet à peu près 10 tonnes en moyenne par personne. Si vous ne savez pas quel est votre bilan carbone à vous, je vous conseille d'aller faire un tour sur des petits calculateurs assez bien faits, comme Nos Gestes Climat, qui est développé par l'ADEME. On pourra peut-être vous mettre le lien dans la conversation si besoin. Mais voilà, en moyenne, ça tourne autour de 10 tonnes par personne et par an. Et on voit que sur ces 10 tonnes, il y en a à peu près un cinquième qui est lié directement au logement, dont une grande partie ici, gaz et fuel, qui est lié en fait au chauffage du logement, c'est les énergies. Ouais, merci Jeanne, super pour le lien effectivement vers ce petit calculateur pour aller faire cet exercice adapté à votre mode de vie. Et donc, je disais oui, sur le logement, particulièrement le chauffage, qui est un poste important.
et dans une moindre mesure, la construction des logements. Donc, un passage indispensable de la décarbonation de l'économie, sur lequel on connaît globalement les solutions techniques aujourd'hui et on sait qu'on a la capacité de le décarboner totalement. Ça, ce que je vous montre ici, ce petit graphique, c'est la stratégie nationale bas carbone, qui est le document de référence en matière de décarbonation en France. Et ce qu'on y voit, c'est qu'on a deux secteurs ici qui sont très gros, qui sont les transports et les bâtiments, et que ces deux secteurs, qu'on est en capacité de décarboner totalement à horizon 2050. Vous voyez que leurs émissions, qui comptent en tout, hein, si on additionne les deux, pour à peu près 50% des émissions actuelles, et ben, elles se réduisent à peu près zéro en 2050. Et donc, ça veut dire qu'il y a vous voyez là, entre le tendanciel et ce qu'il faudrait faire pour parvenir à la neutralité carbone, et ben, il y a une inflexion de pente qui est très, très forte sur ces deux secteurs et que malheureusement, on n'a pas encore complètement réussi à entamer aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est le cas sur le sujet du logement? Eh ben, parce que le sujet du logement, il est assez difficile, il est très diffus. En fait, il y a à peu près une trentaine de millions de logements en France, en tout cas de résidences principales, et à peu près 36 millions de logements en tout. Donc, ça veut dire que, eh ben, il y a à peu près 30 ou 36 millions de logements sur lesquels il faut réussir à mettre en place des actions de décarbonation. Donc, ça va être notamment la rénovation de ces logements. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'il y a à peu près 36 millions, enfin 30 millions de propriétaires chez qui il faut réussir à déclencher une décision de rénover. Et donc, c'est pas facile et c'est beaucoup moins facile à faire que notamment des secteurs industriels où eh ben, on vient mettre un peu la pression sur des acteurs économiques qui ont la capacité d'avoir des personnels dédiés à l'ingénierie, qui ont la capacité de mobiliser des fonds sur de long terme, etc. Et ben, sur le logement, on a des particuliers qui n'ont pas forcément la vision à long terme, qui ne vont pas forcément rester pour toujours dans leur logement et qui souvent ont relativement peu d'épargne à mobiliser. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. C'est relativement simple quand on a des propriétaires en maison individuelle, mais ça l'est beaucoup plus quand on a notamment des copropriétés. Donc, pour tous ceux qui habitent dans des appartements, eh ben, il faut se mettre d'accord avec ses voisins et ça rend la chose encore moins facile quand on sait que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Voilà. Et donc, sur ces 30 millions de logements, eh ben, il y en a à peu près la moitié qui sont en individuel et l'autre moitié qui sont en collectif. Donc là-dedans, il y a toutes les copropriétés, mais il y a aussi les bailleurs sociaux qui, eux, ont vraiment une démarche de gestionnaire, donc qui font cet effort de rénover, mais qui, pour le coup, vont quand même pas assez vite. Et puis enfin, il y a toute la partie que vous voyez ici en plus pâle au-dessus, qui sont les résidences secondaires et les logements vacants, et qui ont tendance à augmenter. Donc, ça veut dire qu'on n'utilise pas forcément notre parc de manière optimale. Et donc, il y a aussi des actions potentiellement à mener là-dessus pour faire un petit peu mieux. Je le disais tout à l'heure, on brûle beaucoup de fioul et de gaz encore pour chauffer nos logements. Donc, c'est un secteur qui reste très dépendant des énergies fossiles. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des logements en France qui sont dépendants soit du gaz, soit du fioul pour se chauffer. Si on additionne la barre bleue et la barre verte, ça fait 50%. Et dans les rares pays qui ont réussi à le décarboner, à décarboner leur parc de logement, comme la Suède, et ben en fait, on est proche de zéro sur ces modes de chauffage-là. Et donc, c'est dans cette direction-là qu'il faudrait aller. Donc, le secteur reste très dépendant des énergies fossiles. C'est des énergies qui sont très émettrices de gaz à effet de serre quand on les brûle. Mais heureusement, c'est un secteur où on sait se passer des énergies fossiles. Aujourd'hui, on a déjà les solutions techniques pour le faire. Il y a un grand nombre de bâtiments qui ont été rénovés dans toutes sortes de typologies, que ce soit des maisons individuelles, des logements collectifs de différentes époques, etc. Et sur lesquels on sait diviser l'énergie consommée par quelque chose de l'ordre de 4 sur le chauffage et où on sait quasiment annihiler complètement les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un peu ce que montrent ces petites étiquettes ici, là, que vous voyez aussi sur les annonces immobilières. C'est que avant, après rénovation, eh ben, on arrive à des dépenses en termes énergétiques et de gaz à effet de serre qui sont sans comparaison. Je rappelle un dernier sujet avant de passer aux solutions, à ce qu'il faudrait faire en termes de rénovation, c'est que
malgré le fait qu'on soit un des pays les plus riches du monde, eh ben, il y a un phénomène qui reste très massif, qui s'appelle la précarité énergétique, qui touche encore 10% des Français aujourd'hui, un peu plus même, et même probablement plus cette année avec l'inflation qu'il y a eu sur les coûts de l'énergie. Et donc, eh ben, c'est un secteur qui mériterait toute notre attention, notamment en termes de politique publique et de financement. Pour autant, il se passe quand même des choses, hein, même si je disais qu'on n'avançait pas assez vite, il se passe des choses. En ce moment, vous avez peut-être entendu parler depuis le 1er janvier de l'interdiction de location des logements à consommation excessive. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu possible depuis que le DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique, qui nous dit à quel point un logement est performant en termes énergétiques. C'est ces petites étiquettes arc-en-ciel là que vous voyez sur les agences immobilières. Ce DPE-là, maintenant, il permet de prendre des décisions de justice, notamment des décisions contraignantes comme l'interdiction de louer les logements qui sont dans les trop mauvaises étiquettes. Donc, pour l'instant, c'est les logements qui sont quelque part dans l'étiquette rouge. En 2025, tous les logements qui sont dans l'étiquette G, la rouge, ne pourront plus être loués. En 2028, les logements qui sont dans l'étiquette orange. Et en 2032, les étiquettes E ne pourront plus être louées. Donc, il y a des choses qui commencent à se passer. Pour autant, ce rythme-là, il est un petit peu lent. Il est même beaucoup trop lent par rapport à ce qu'il faudrait faire pour atteindre les niveaux requis par notre courbe de tout à l'heure, là où je disais qu'il y avait une inflexion importante à mettre en œuvre. Voilà. Il y a aussi des choses qui se passent du côté des bâtiments neufs, mais ce n'est pas ce sur quoi on se concentre aujourd'hui. Alors, le plan de transformation de l'économie française du Shift, il a proposé 4 axes globalement pour articuler la pensée autour de la transition du secteur du logement. Le premier, donc, dont je vais vous parler juste après, c'est celui de la rénovation énergétique des logements. Le deuxième, c'est la décarbonation de la chaleur qu'on utilise dans les logements, et celui-là, je vais vous en parler aussi. Et puis enfin, il y a 2 sujets plutôt sur les bâtiments neufs qui ont une empreinte importante et quasiment aussi importante, enfin, à peu près 2 fois moins importante aujourd'hui dans la construction de bâtiments neufs que les bâtiments existants, et donc dont je ne vais pas parler en détail aujourd'hui, mais pour lesquels je vous renvoie éventuellement aux présentations qu'on a pu faire par ailleurs et qui sont disponibles sur YouTube ou au rapport du Shift. Donc, premier sujet, celui de la rénovation énergétique. Alors, il s'appelle, vous voyez, massifier la rénovation énergétique globale et performante. Alors, la rénovation énergétique, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. C'est globalement le fait d'isoler les parois, donc les murs, les fenêtres, les toitures, si possible les sols de nos logements, avec des couches d'isolants supplémentaires ou bien des produits plus performants. Autrefois, on était sur du simple vitrage. Maintenant, on est sur du double vitrage, voire même du triple, avec un tas de petites innovations en termes de pellicules, de gaz à l'intérieur, etc., qui font qu'aujourd'hui, ils ont des meilleures performances et ils isolent mieux. Globalement, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, rénover les enveloppes pour qu'elles soient mieux isolées, et puis changer les systèmes de chauffage aussi vers des systèmes plus performants, avec des meilleurs rendements, un confort amélioré, etc. Donc, rénovation énergétique, on voit ce que c'est. Massifier, ça veut dire qu'il faut en faire beaucoup plus. Il faut en faire beaucoup plus. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a à peu près un tiers de notre parc qui est dans les étiquettes vertes ici, ABC, de notre DPE. Et en fait, il faudrait amener quasiment la totalité de ce parc à horizon 2050 dans ces étiquettes vertes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire cette rénovation de manière massive. Mais j'avais appelé le dernier point du titre, c'était une rénovation énergétique globale et performante. C'est parce qu'il faut faire cette rénovation d'une manière différente de la manière dont on la mène aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plutôt un système d'aide qui pousse à fractionner les rénovations en plein de petits gestes différents. Vous avez peut-être entendu parler des gestes à 1 euro, isolation des combles à 1 euro, changement de chauffage à 1 euro, etc. C'est des choses qui marchent un petit peu, mais qui ne marchent pas du tout suffisamment par rapport à ce qu'il faudrait faire pour aller suffisamment vite pour le climat. En fait, ce qu'il faudrait faire pour aller suffisamment vite pour le climat, c'est regrouper l'ensemble de ces gestes de travaux en une seule étape, et donc faire ensemble la toiture, les murs, les fenêtres et les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Tout ça parce que déjà, ça permet de faire les choses de manière plus cohérente, hein. Vous avez plusieurs artisans qui viennent intervenir sur plusieurs postes différents. Donc, c'est mieux s'ils sont là tous en même temps pour se parler et se coordonner. Parce que si on a un logement mieux isolé, on aura un chauffage un petit peu moins puissant et donc il va coûter moins cher derrière. Parce que il faut que les jonctions entre ce que fait le travail du menuisier qui vient poser les fenêtres et le travail des gens qui viennent isoler les façades, elles soient bien faites pour pas qu'il y ait de pont thermique, pour pas qu'il y ait d'inétanchéité à l'air et que donc il y ait des fuites qui fassent fuir l'air chaud de votre maison, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail de coordination à mener et qu'il est beaucoup plus facile à mener quand on réalise ces travaux en même temps. Alors malheureusement, ça coûte assez cher de tout faire en même temps. Sur la partie thermique, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une rénovation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des outils financiers qui nous aident à soulager le poids qui pèse sur les particuliers à ce niveau-là et aussi qui leur facilitent le parcours. Je vois dans les commentaires, c'est le parcours du combattant pour isoler la maison. Et effectivement, aujourd'hui, les services, qu'ils soient publics ou privés, ne sont pas vraiment à la hauteur et demandent du coup beaucoup d'investissement, y compris en temps personnel, du côté des particuliers. Et donc, il faut améliorer tout ça. Voilà, donc je disais, cette rénovation, si possible, la faire de manière globale, si possible en une seule fois, éventuellement en 2 ou 3 fois, parce que on sait que c'est ces méthodes-là qui permettent d'avoir les meilleurs résultats. Les pratiques actuelles, elles sont sans commune mesure avec ce qu'il nous faudrait faire comme objectif, là plutôt dans le vert et le jaune, pour arriver à décarboner complètement le secteur. Et donc, ça veut dire que ce type de rénovation globale qu'on fait très peu aujourd'hui, à peu près de 10 à 100 000, on en fait par an, on ne sait pas exactement combien, d'ailleurs, c'est mal mesuré, il faudrait réussir à le porter à quelque chose comme 900 000 par an, tous les ans, pendant les 30 prochaines années. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même aussi un sujet d'emploi et de compétences. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de gens pour le faire? Et ça, je vous en reparlerai rapidement à la fin. Deuxième sujet qui va avec, c'est le sujet de décarboner la chaleur. Alors, d'une manière générale, c'est décarboner l'énergie, mais dans le logement, ça va plus spécifiquement être décarboner la chaleur. Pourquoi? Tout simplement parce que la chaleur, c'est l'énergie qu'on utilise le plus dans le logement, parce que, en fait, une grande partie de nos logements sont aujourd'hui mal isolés. Et puis, c'est aussi cette énergie sur laquelle on sait travailler. Autant la quantité d'électricité qu'on consomme pour cuisiner, regarder la télé, etc., c'est relativement difficile de travailler dessus, à part en améliorant un petit peu nos équipements. Autant la chaleur, on sait faire de grands pas dessus, à la fois en isolant, comme je l'ai expliqué juste avant, ou à pouvoir diviser par 2, par 4 la quantité d'énergie qu'on consomme pour le chauffage et l'eau chaude, et aussi parce qu'on sait changer de mode de chauffage vers des modes qui sont complètement décarbonés. Donc, je disais tout à l'heure en intro, aujourd'hui, à peu près la moitié de nos logements sont chauffés aux énergies fossiles. C'est ce qu'on retrouve ici en couleur gris et noir. Les couleurs sont changées, mais c'est le même diagnostic que tout à l'heure. Un peu plus de la moitié des logements collectifs sont chauffés donc au gaz ou au fioul. Et puis, un petit peu moins de la moitié des maisons individuelles sont chauffées au gaz ou au fioul. Et donc, ce qu'il faudrait faire à horizon 2050, c'est changer ces modes de chauffage-là, en même temps qu'on rénove si possible, les changer pour, dans la maison individuelle, ce qu'on appelle les pompes à chaleur, donc qui sont ici représentées sous le vocable PAC, pompe à chaleur, parce que c'est des modes de chauffage qui permettent d'utiliser des énergies renouvelables en allant chercher de la chaleur dans l'air extérieur, et d'avoir pour une unité d'électricité, donc l'électricité en plus qui en France est déjà décarbonée, pour une unité d'électricité qu'on va mettre dans la machine, dans la pompe à chaleur, elle va réussir à récupérer 3 unités de chaleur dans l'environnement immédiat, dans l'environnement extérieur. Et donc, ça fait beaucoup d'énergie renouvelable, d'énergie décarbonée, qui est du coup extrêmement rentable. Et puis, ça permet aussi de faire des économies sur les factures, puisque vous payez que une unité, 1 kWh d'électricité à votre fournisseur, et vous récupérez 3 kWh de chaleur, donc c'est plutôt assez rentable. Du côté des logements collectifs, c'est un petit peu plus difficile de mettre en place ce genre de dispositif, parce que notamment, il faut de la place, il faut accéder à une ressource en chaleur, et donc, du côté des logements collectifs, on a d'autres ressources qu'on va pouvoir utiliser, en particulier le chauffage urbain, les réseaux de chaleur. Je l'ai expliqué juste après ce que c'est. Et puis, un petit peu, comme en logement individuel, il restera un petit peu de bois, un petit peu de chauffage électrique. Les radiateurs que vous connaissez aujourd'hui, électriques, ils vont aussi avoir une petite place, mais
beaucoup de pompes à chaleur, pas mal de bois, et puis des chauffages urbains dans les logements collectifs. Les pompes à chaleur, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille la petite vidéo que j'ai mis là en lien du Monde, le journal Le Monde, qui a fait une vidéo récemment qui est extrêmement pédagogique et très bien faite sur le sujet, qui explique comment ça marche et qui explique pourquoi ce changement de mode de chauffage vers la pompe à chaleur, qui est très efficace, il est particulièrement efficace si on rénove en même temps et qu'on isole les logements. Les pompes à chaleur, c'est des outils qui fonctionnent bien, mais qui fonctionnent beaucoup mieux dans les logements isolés. Et qui, par chance, sont en plus en train de connaître une croissance importante, donc ils vont fonctionner de mieux en mieux. Les réseaux de chaleur, pareil, je vous ai mis une petite vidéo ici en lien qui fonctionne assez bien, et puis un site d'information gouvernementale sur lequel vous pourrez aussi aller chercher un petit peu plus d'infos spécifiquement pour votre logement. Mais ces réseaux de chaleur, hein, globalement, là on le voit sur la petite capture de vidéo que j'ai mis là, en fait, c'est des réseaux, donc des tuyaux enterrés dans lesquels on va faire passer un fluide chaud, qui peut être de l'eau ou de la vapeur, et puis ce fluide, ensuite, il va transmettre sa chaleur à un autre réseau à l'intérieur de votre logement, qui va faire passer de l'eau chaude dans vos chauffages, hein, que vous connaissez, les gros chauffages en fonte, etc. Et c'est ça qui va chauffer vos logements. Il a le principal intérêt de pouvoir accéder à des sources d'énergie qu'on ne pourrait pas mobiliser avec des chauffages individuels. Donc, ça va être notamment la géothermie, le fait d'utiliser l'énergie qu'on va récupérer quand on brûle les déchets pour les traiter, ou bien même de l'utilisation de bois énergie en ville, qui a besoin d'être bien filtré. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas très bien faire au niveau individuel. Par contre, on sait bien faire avec des grosses infrastructures collectives. Donc, les réseaux de chaleur ont cet intérêt-là. Ils ont du coup l'intérêt on a pu les décarboner très très vite depuis une dizaine d'années qu'on a commencé à s'intéresser au sujet, notamment parce que ils sont réalisés par des industriels et que du coup on peut demander à ces industriels de faire des efforts. Par contre, on a du mal à les déployer de manière suffisamment rapide pour être cohérent avec les politiques nationales. Et donc, il faut que les gens qui aient la possibilité de le faire, que ce soit au niveau urbain ou au niveau des bâtiments, s'y mettent le plus vite possible. Voilà. Donc, ça, c'est le genre de trajectoire en étant extrêmement ambitieux sur le nombre de rénovations, sur la qualité de ces rénovations et sur les changements d'énergie. Ce sont des trajectoires qui nous permettent d'atteindre à peu près nos objectifs collectifs de décarbonation quasiment totale du bâtiment. Mais ce qu'on voit ici, là, en comparaison entre la courbe de nos émissions, de notre trajectoire très ambitieuse qui est là en couleur, si on la compare avec la cible, ce qu'il faudrait faire dans les objectifs nationaux, notre fameuse stratégie nationale bas carbone, SNBC, on voit qu'on n'est pas large, sachant qu'en plus, dans le petit intervalle ici entre mes aires en couleur et cette courbe de comparaison, il faudrait aussi faire tout ce qui est bureaux, bâtiments industriels, etc. etc. En tout cas, vous voyez ici que ce qui reste à la fin, c'est très très peu de consommation d'énergie fossile, très peu de consommation de gaz. Et ça, c'est très important parce que si on veut que le gaz soit décarboné en 2050, il faut que ce soit du biogaz et plus du gaz naturel, qui est du gaz fossile. Donc, le biogaz, pour le produire, il faut de la végétation qu'on va mettre dans des méthaniseurs. Et cette végétation, elle est en quantité limitée parce qu'il ne faut pas qu'elle rentre en concurrence avec les usages alimentaires. Il ne faut pas prélever trop de bois sur la forêt pour qu'elle puisse continuer à faire son rôle de puits de carbone et puis de réservoir de biodiversité, etc. Donc, c'est des sujets qui sont assez compliqués et dont il faut s'occuper par ces actions conjointes d'isolation et de décarbonation du chauffage. C'est des sujets dont il faut aussi s'occuper, je disais, en même temps que la construction, puisqu'on voit qu'on est sur des ordres de grandeur similaires entre l'usage des bâtiments dont je vous ai parlé et la rénovation que je ne détaille pas aujourd'hui, et la rénovation et la construction. Mais c'est deux choses dont il faut s'occuper et qui nous permettront d'arriver à des logements beaucoup plus confortables, dans lesquels on consommera plus d'énergie fossile, donc ils seront moins soumis aux aléas des prix du marché, à l'inflation, et puis dans lesquels les occupants auront un meilleur confort et puis une meilleure santé aussi. Aujourd'hui, ces questions de précarité énergétique, elles génèrent malheureusement un certain nombre de désagréments du point de vue de la santé. Voilà. Donc, on a fait le tour rapidement. L'approche que je vous ai présentée aujourd'hui, c'est celle du Shift, mais elle est relativement cohérente avec ce que disent d'autres gens. Il y a ici un certain nombre de rapports qu'on avait comparés qui ont des approches assez similaires. Et le dernier point, c'est que
entre les rénovations qu'il faudrait faire de manière beaucoup plus massive et la construction de logements neufs qui va plutôt être amenée à baisser, ne serait-ce que pour des questions démographiques dans les années qui viennent, eh ben, l'emploi va se transformer aujourd'hui de à peu près entre le million de personnes qui construisent et qui rénovent des logements. Aujourd'hui, il y en a à peu près la moitié en construction, la moitié en rénovation. Et puis, demain, en fait, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de gens du côté de la rénovation et puis un petit peu moins du côté de la construction. Et donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles compétences à acquérir, il y a des gens qui vont changer de métier au sein du bâtiment, mais il y a aussi plein de gens qui doivent se diriger vers ce secteur de la rénovation, qui devrait devenir un secteur porteur. Et donc, il y a des vocations à créer. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions là-dessus. Voilà, j'ai fait le tour en une demi-heure tout juste, et donc je suis dispo pour répondre à des questions aux côtés de Jeanne s'il y en a. Et je crois voir qu'il y en a quelques-unes qui sont passées. Oui, c'est ça. Regarde dans le chat, il y a quelques questions. Si tu veux, notamment, il y a celle de Tiffen qui est « Comment peut-on savoir si notre maison est mal isolée? Vers qui se tourner pour le savoir ?» Ouais, alors le premier indicateur, c'est notre fameux DPE. Donc, vous vous rappelez ces petites étiquettes couleur de l'arc-en-ciel là. Ces étiquettes-là, elles sont obligatoires au moment de toutes les ventes ou toutes les locations de logements. Et donc, si vous changez de logement, vous allez déjà avoir une première appréciation de sa qualité thermique par le biais de cette étiquette-là. Si vous êtes dans votre logement, que vous êtes propriétaire occupant, c'est un petit peu. Enfin, vous pouvez faire réaliser un DPE si vous voulez, ça coûte quelques centaines d'euros. Et donc, vous aurez cette indication-là, mais le DPE reste quand même une indication relativement. C'est vraiment une première approche, on va dire. Le DPE, c'est vraiment une première approche. Il y a des prestations encadrées par l'État et subventionnées, pour le coup, qui s'appellent les audits thermiques, et là, qui sont réalisés par des professionnels qui sont plus qualifiés que les diagnostiqueurs. Donc, ça va plutôt être des ingénieurs, etc., et qui sont capables de faire des simulations plus précises pour vous donner une idée de la qualité thermique de votre logement et aussi de vous donner des recommandations de scénarios de travaux à mettre en œuvre pour l'améliorer qui vont être plus précises. Voilà. Donc, DPE en première approche et audit thermique un petit peu plus cher, mais plus précis et de plus grande valeur pour savoir quoi faire sur votre logement. Ça, c'est les meilleures choses à faire. Voilà. Et donc, ces choses-là, c'est des choses à faire, si possible, en hiver, notamment au moment où il fait froid dehors, parce qu'on va pouvoir détecter les fuites de chaleur avec des petites caméras thermographiques, etc. Voilà. Il y a une question de Lydia également qui est « N'y a-t-il pas un risque que les propriétaires ne louent plus leur logement au lieu de faire de la rénovation? Comment y faire face dans ce cas? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas plutôt des risques que des personnes ne soient plus logées ?» Alors, il y a un risque que les propriétaires louent plus leur logement, effectivement, mais en fait, ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, c'est que c'est pas que les logements vont tout simplement devenir vacants et ne plus être utilisés, c'est que ces propriétaires, ils vendent les logements et ils les vendent à des prix qui sont du coup plus faibles parce que leur valeur est devenue moindre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des logements qui sont remis sur le marché, qui viennent disponibles pour des acquéreurs et à des prix plus faibles qui permettent soit à des gens qui ont peu de moyens de se loger, soit à des gens qui ont les mêmes moyens qu'avant d'acheter ces logements-là à des prix pas trop chers et d'investir le complément dans la rénovation énergétique du logement. Donc, en fait, il y a un peu une forme de jeu à somme nulle qui se passe entre les logements qui sont bien isolés, qui vont être de plus en plus, de mieux en mieux survalorisés par rapport à la moyenne, et les logements mal isolés qui, eux, vont se dévaloriser. Et donc, une forme de rééquilibrage, on va dire, du marché en intégrant cette mauvaise qualité du logement qui était jusqu'ici trop peu prise en compte par les prix de marché. Donc, c'est a priori plutôt ça qui devrait se passer, même si, évidemment, les pouvoirs publics sont assez attentifs aux effets de bord que pourrait provoquer la mesure. Et la deuxième question, c'était quoi, pardon? C'était du coup, est-ce qu'il y a des risques que finalement, il y a surtout des personnes qui soient plus logées, quoi?
Bah, a priori, le risque, il n'est pas plus élevé avec cette mesure que sans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grandes métropoles, on a déjà des difficultés à fournir un logement à tout le monde. A priori, il n'y a pas de raison que ces logements sortent du marché sur le long terme. Peut-être qu'ils vont sortir du marché locatif, mais passer sur le marché de la propriété. Mais a priori, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de raison à moyen terme que ça se passe comme ça. Il y a juste des risques, mais auxquels les pouvoirs publics sont attentifs sur certaines typologies, hein, notamment les petits logements, etc. Est-ce que ça ne va pas déséquilibrer un peu le marché? Mais globalement, a priori, c'est pas un risque majeur. Il y a aussi une question qui est: est-ce que vous avez des chiffres concernant l'état des sols sous et autour les bâtiments qui se dégradent à cause des sécheresses et les rénovations à effectuer, et non à cause de l'état des sols? Alors, qui se dégrade à cause À cause, de la rénovation? euh, ouais, et les rénovations à effectuer, ou non, je pense que c'est qui sont dégradés à cause du fait qu'il y a du bâtiment construit Alors, dessus. aujourd'hui, il y a un nombre de bâtiments relativement importants qui sont soumis à un risque qui s'appelle le retrait-gonflement des argiles. Donc, le retrait-gonflement des argiles, c'est quoi? C'est le fait que donc l'argile qui boit une certaine partie de l'eau, eh ben, elle a tendance à se contracter quand la météo est très sèche et à s'étendre, à s'expandre quand la météo redevient plus humide. Et donc ça, avec le changement climatique, c'est quelque chose qui est voué à devenir de plus en plus important comme phénomène, parce qu'on va avoir plus de sécheresse et des événements pluvieux plus intenses et plus courts. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des sols qui bougent de plus en plus et qui vont avoir tendance à déstabiliser les bâtiments. Alors, ça ne concerne pas trop les logements collectifs parce que ça fait maintenant longtemps qu'on les construit de manière très résistante. Ils avaient des normes exigeantes. Par contre, les maisons individuelles, c'est seulement très récemment qu'on leur a mis des normes similaires. Et donc, toutes les maisons individuelles un peu anciennes, elles vont être soumises à un risque important de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, avant de faire des investissements lourds, notamment de rénovation, eh ben, c'est des risques qu'il est important de regarder pour ne pas se retrouver avec une maison qui finalement va être menacée. Voilà, donc on sait que c'est un risque qui va être important sur l'ensemble du parc de maisons françaises, donc qui est effectivement à surveiller. Il y a une dernière question qu'on peut peut-être prendre parce qu'il est déjà 13h15, donc on arrive à la fin. Mais la dernière question, c'est Timothée qui la pose. Je me posais la question sur l'impact environnemental de ces rénovations sur les matériaux qui vont y être utilisés, donc fibres de roche ou de verre, etc. Donc, quels sont les matériaux extrêmement polluants pour fabriquer, enfin, voilà, les matériaux de la rénovation énergétique? Alors, le gros de l'impact, hein, il est quand même sur la construction. La rénovation, même quand on fait une rénovation globale et que donc on s'adresse à tous les lots que je mentionnais, du sol au plafond en passant par les systèmes énergétiques, on sait qu'elles sont 2 à 5 fois moins carbonées que la construction neuve en moyenne. On a encore un relativement peu de données là-dessus parce que on vient tout juste de commencer à quantifier massivement l'impact carbone de la construction neuve. Et donc, on n'est pas encore complètement au point sur le plan méthodologique sur les logements existants, sur la rénovation. Mais globalement, on sait que c'est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Donc, c'est beaucoup moins. Mais effectivement, ça reste quelque chose qui n'est pas négligeable et que donc il faut regarder de près. Pour autant, dans le logement, en fait, les économies qu'on arrive à faire du point de vue carbone sur l'énergie qu'on économise, elles sont en général tellement importantes que les temps de retour carbone, donc le temps au bout duquel l'investissement en carbone qu'on a mis dans les matériaux, les isolants, les fenêtres, etc., devient compensé par les économies d'énergie, il est relativement court. Il est de l'ordre de 10 ans sur une rénovation un peu conventionnelle et il peut être abaissé à quelque chose de l'ordre de 5 ans sur une rénovation où on va faire des efforts, c'est-à-dire avoir un niveau de performance élevé et puis utiliser des matériaux bas carbone, donc notamment des isolants biosourcés, plutôt que des isolants conventionnels. Après, il y a certains isolants conventionnels, hein, comme la laine de verre, qui sont déjà assez bas carbone pour des performances thermiques plutôt bonnes. Donc, l'important, c'est surtout de rénover et d'économiser l'énergie et de sortir le chauffage des énergies fossiles. Quand on rénove un logement sans arriver à sortir des énergies fossiles,
ça peut parfois être le cas à cause de certaines contraintes technico-économiques. Des fois, c'est trop compliqué ou trop cher. Là, il faut effectivement se poser la question de l'impact carbone de la rénovation. Mais dans la majorité des cas, dans les logements, on peut sortir de ces énergies fossiles et les rénovations sont assez vite, voire même très vite remboursées en termes d'impact carbone. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup à tous. C'était la dernière question, donc on a pu répondre à tout. Merci de nous avoir suivis. Vous allez recevoir un mail où je vais vous envoyer d'autres liens, notamment les liens des vidéos dont Rémi a parlé, les liens de la pétition Unlock et le lien aussi du site Unlock pour que vous ayez vraiment le détail de nos demandes. Et donc, encore une fois, merci à tous d'avoir été là. Merci à Rémi, merci au Shift Project et merci à Ma Petite Planète. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, au revoir.